Nous allons nous attacher à toucher du doigt le fait qu'il y a des habitants dans les bâtiments à rénover et que les solutions doivent intégrer des caractéristiques physiologiques et comportementales des usagers et leur interaction avec l'habitat dans lequel ils évoluent. Ça fait 2500 ans, c'est pas nouveau ce que je dis, Hippocrate l'avait dit également en disant que l'habitat influe sur la santé notamment et le comportement des gens. Alors, ça par contre, je ne vais pas rappeler, mais ou alors je fais... enfin si quand même. Toutes les enquêtes le démontrent, c'est bien l'amélioration des conditions de vie qui représente de loin la première motivation de la décision de travaux pour les ménages. Hormis les chaudières qui tombent en panne, c'est-à-dire les situations de problèmes techniques ou de dégâts des eaux, c'est l'amélioration des usages, l'adaptation du logement à l'arrivée du nouveau-né, au vieillissement de la structure familiale avec le grand-père qui n'arrive plus à se déplacer, etc., ou l'arrivée des enfants, qui fait qu'on déclenche, c'est le phénomène déclencheur principal des travaux. Donc, la rénovation énergétique, même subventionnée, n'est pas un phénomène déclenchant. C'est pour ça que je me tue depuis des années à dire que le sujet n'est pas la rénovation énergétique et qu'il faut parler de rénovation. Et qu'il faut profiter, dans l'intérêt des usagers et des ménages ou de tout autre type de population, c'est pareil pour les écoles dont on vient de parler, de faire des travaux de rénovation pour résoudre des problématiques de santé, d'efficacité et également des problèmes énergétiques, mais pas que, arriver à résoudre des problèmes de coût global, de coût d'entretien, de maintenance, et arriver in fine à l'investissement le plus pertinent à court, mais également à long terme, en intégrant plein de paramètres, capacité d'investissement, majoration de la valeur patrimoniale, etc., etc. Donc ça, c'était, j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton, hein, c'est ce que j'ai fait, et augmenter le mieux-être quotidien, c'est l'objectif et c'est l'effet déclenchant générique, mais c'est également l'effet déclenchant pour tout type de rénovation. Quand on fait une rénovation dite énergétique, comme je viens de l'entendre, et j'en fais un certain nombre pour des grands bâtiments publics, on ne fait pas que de l'énergie. À partir du moment où on investit, on va résoudre des problèmes d'accessibilité, en profiter pour modifier du cloisonnement, améliorer l'usage d'un bâtiment. Donc, pour arriver à être pertinent, il faut avant toute intervention, que ce soit en bâtiment et en urbanisme, il faut prendre en compte les besoins exprimés immédiats, mais également rendre le bâtiment rénové compatible avec les besoins de demain. Cette notion, moi je ne vais pas digresser, mais de motiver n'importe quoi sous couvert de l'urgence ou de l'impérieuse nécessité de résoudre une question est une erreur quand on va toucher au temps long. Et le bâtiment et l'urbanisme, c'est le temps très très long. Quand on construit un bâtiment ou qu'on trace une route, c'est pour un demi-siècle à minima. Et puis également, il y a un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est que les modes de vie évoluent, le climat évolue, la structure familiale évolue et il faut intégrer le vieillissement et ses conséquences. Ça fait 2 fois que je parle de vieillissement, mais à terme, on sait qu'avec la modification de la courbe des âges, on aura 40% de la population qui aura des problèmes de mobilité réduite ou de difficultés d'appréhension de l'environnement. Donc, les modifications sur le logement doivent rendre possible, à faible coût et faible nuisance, les restructurations futures en privilégiant plein de solutions sur lesquelles on pourra revenir, les chantiers secs et en anticipant sur les modifications à venir pour rendre un logement compatible avec son futur fonctionnement. Pour arriver à ça, il faut arriver à comprendre 2 sujets en rénovation. Le bâti, qui est... bon, voilà. Quelles sont ses caractéristiques et il faut aller extrêmement... il faut être extrêmement fin là-dessus. Et qui habite? Et quels sont les besoins exprimés ou non, physiologiques et comportementaux des futurs habitants. Donc il faut un diagnostic de l'état du bâtiment. Et pas un diagnostic uniquement pour savoir s'il y a des termites,
ni savoir si on consomme beaucoup, mais un diagnostic qui permet de comprendre le comportement d'un bâtiment selon les saisons, ses caractéristiques techniques fines, l'état des réseaux et des équipements, les avantages et les faiblesses d'un bâtiment, parce qu'un bâtiment a des qualités et des défauts. Quand on est ici, on voit bien qu'on va avoir un bâtiment en pierre qui a une valeur patrimoniale, il faudra en tenir compte, avec une caractéristique et un fonctionnement thermique très particulier. Comment il se situe dans l'environnement, l'orientation, les masques qui varient selon la présence de végétation caduque, par exemple, ou le masque d'autres bâtiments. Donc, et c'est là où je voulais en venir, c'est que même quand on se retrouve dans des zones, des quartiers où on a des bâtiments identiques, ils ne sont pas identiques. Quand vous faites un CPE de 120 écoles, vous ne pouvez pas calquer, si vous voulez être fin, des solutions identiques sur ces 120 écoles. Même si elles sont identiques, elles n'auront pas les mêmes orientations, elles n'auront pas le même environnement sonore, l'une sera près d'une route, l'autre non, une sera orientée plus ou moins au sud ou plus ou moins au nord. Et puis aussi, quand on étudie des bâtiments identiques, il faut savoir qu'ils ont été identiques à la construction, mais que depuis, ils ont évolué différemment, que si c'est du logement, un certain nombre de ménages ont modifié leur appartement et qu'il y a eu aussi des modifications d'usage de certains locaux. Donc, de la même façon, on fait un diagnostic fin, on comprend comment se comporte un bâtiment et quelles sont ses pathologies et quelles sont ses forces. Il faut faire un diagnostic de l'usage. Les réactions et les besoins sont différents, par exemple, dans un logement, pour un enfant en bas âge qui se situe, donc quand il est tout petit, il a le nez à 25 cm du sol, il ne perçoit absolument pas son environnement, les pollutions diverses et variées, qu'un adulte qui se balade à 1,50 m son nez, ou une personne âgée qui a perdu un certain nombre de capacités et qui perçoit le monde d'une façon différente. Quand vous prenez une famille, vous prenez des logements, du logement, vous avez des familles qui peuvent peut-être avoir la même des familles, un ménage et 2 enfants, mais ils ont un vécu de l'appartement totalement différent. Quand vous avez des gens qui travaillent et qui ne sont dans leur appartement que le soir et toute la journée l'appartement est vide, eh bien la bonne solution, si on prend que le volet thermique, sera certainement très différente par rapport à quelqu'un qui vit 24 heures sur 24. Dans la solution 24 heures sur 24, on va peut-être chercher, je ne veux pas là vous donner des solutions, un bâtiment surisolé avec une grosse inertie thermique et peu de gradient de température, alors que dans le premier cas, on va peut-être essayer de jouer sur autre chose, c'est la montée en température très rapide, et ce choix va se lier également au choix sur les ventilations, sur les matériaux de finition, sur comment on traite l'enveloppe et le reste avec des solutions en cascade. Il n'y a donc pas, et c'est dommage, de solution technique générique. Vous savez qu'on a voulu rendre obligatoire l'isolation par l'extérieur. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution technique générique. La rénovation, et comme la construction neuve, nécessite une étude au cas par cas qui intègre les demandes exprimées du client et son intérêt patrimonial, les caractéristiques d'un bâtiment à l'instant T et un usage variable dans le temps selon de multiples paramètres. Mais on est deux là et on parlait de réponses techniques et humaines adaptées. À quel besoin, Suzanne? On va essayer de faire un petit duo avec un professionnel du bâtiment et un professionnel de la santé. Alors, on construit pour l'homme, et donc c'est évident qu'il faudrait quand même qu'on réponde aux besoins. Alors j'ai entendu déjà ce matin parler pas mal quand même qu'on pensait au confort. Ce mot, en principe, je n'aime pas trop. Quand il y a Suzanne, ne dites jamais confort. Non, parce qu'en fait, c'est très vague, et il faut répondre aux besoins. C'est pas uniquement le confort, c'est quoi? On va le définir de façon très très large, et il faut être plus précis. Alors, donc, lors des rénovations, on doit répondre aux besoins humains. Alors, c'est lesquels? On va commencer d'abord les plus simples, les besoins physiologiques. On va voir lesquels sont-ils. Les besoins sensoriels. Donc, quand on parle confort thermique, oui, c'est quoi? On va voir. On va parler des conforts
des besoins sensibles. Alors, c'est une petite nuance, parce qu'on ne perçoit pas notre environnement que par les sens, on les perçoit aussi par une sensibilité générale qui est faite par notre peau, et c'est comme ça qu'on a cette notion de confort thermique. Donc, on a des besoins physiologiques, sensoriels, sensibles, psychologiques, et ça, dans la rénovation, c'est un gros souci, parce qu'on peut très bien avoir des outils techniques, des outils financiers, mais finalement, est-ce que les personnes vont psychologiquement accepter cette rénovation que l'on va faire? Si elle est souhaitée, ils vont l'accepter, et si elle est forcée, on aura des petits problèmes à régler. Et sociétaux. Donc, les besoins humains, c'est tout ça. Donc, ça dépasse largement la notion du confort. Alors, on va les détailler et on va voir comment les rénovations doivent répondre à tout ça. Donc, d'abord, on respire. Ça, tout le monde le sait. Et donc, il va falloir se préoccuper de l'air, de la qualité de l'air. Ce matin, j'ai entendu parler pas mal, et c'est vrai, de ce fameux confort, mais je n'ai pas entendu parler de qualité d'air, ou très peu, et pas de ventilation. Et pourtant, c'est un gros souci qu'on a au moment des rénovations, parce que si on ne s'en occupe pas, on a une qualité de l'air qui est dégradée par rapport à la qualité de l'air avant la rénovation. Et ça, il faut que les hommes de l'art, les architectes, les bureaux d'études, qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez nous traiter ça? Grâce au diagnostic, déjà, on va déterminer les pollutions qui sont extérieures et intérieures, et on va trouver la meilleure solution compatible avec les principes que l'on a pris de chauffage ou de rafraîchissement. Donc, en fonction de ça, on va réfléchir au flux d'air et comment on va créer des zones de pression et dépression. Si on a choisi de la simple flux parce qu'on n'a pas tellement de problèmes de nuisances sonores de l'extérieur ou qu'on a besoin de traiter et de filtrer l'air que l'on a, et bien si on est sur la simple flux, on va positionner les prises d'air de façon pertinente pour ne pas faire rentrer notamment du bruit, mais qu'on ait des flux d'air qui soient opérationnels. On va penser à détalonner les portes et on va comme ça arriver à avoir une cohérence d'un système, mais qui n'est pas pris tout seul. Un système de ventilation, il est pris avec les autres choix techniques et fonctionnels que l'on aura pris autour. Et il y a aussi quand même les polluants qui viennent du sol. Et, oui. Et le radon actuellement, on a une nouvelle réglementation depuis le 1er juillet 2018, avec une baisse de la valeur d'exposition dans les zones radon. Bon, à Paris, on est un peu tranquille, hein, mais dans les zones radon, en rénovation, on risque d'avoir des augmentations de ce polluant si on ne pense pas à l'étanchéité face au sol. Donc là, il faut aussi travailler l'interface bâtiment-sol. C'est ça. Et quand on parle de réutilisation des matériaux, on vient d'en discuter maintenant, c'est des problématiques qui sont nouvelles et qu'il va falloir prendre en compte. C'est qu'est-ce qu'on réutilise et quels matériaux de qualité et qu'est-ce qui génère dans le bâtiment. Voilà. Oui, là, tu soulèves le problème du recyclage des matériaux. Et ça, c'est, je crois, une interrogation qu'il faut avoir aussi, puisque en même temps qu'on a une nouvelle réglementation sur le radon, on a une nouvelle réglementation sur les matériaux minéraux et les matériaux issus du recyclage et leur indice de radioactivité. Donc, il va falloir, en rénovation, aussi en prendre compte. Donc, respirer, parce que si je veux pas faire trop longtemps sur chaque besoin, parce que sinon on n'en finira plus. Autre besoin, bien sûr, on a besoin de boire. Et en rénovation, il y a quand même des précautions importantes à prendre, surtout s'il y a des tuyaux en plomb, et pas faire des piles avec des alternances de matériaux. Donc... tu as fait la réponse, ça tu n'as pas besoin d'architecte. Effectivement, quand on travaille sur des bâtiments qui sont antérieurs aux années 50, on sait que le plomb était c'était assez générique dans les distributions d'eau. Donc c'est des choses qu'il faut bien évidemment rechercher. Il faut également éviter les stagnations, les bras morts, et puis intégrer dans tout ce que l'on va faire, ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est comment on va entretenir et maintenir ces installations. Ça va assez loin, mais ça les plombiers le savent. C'est aussi quand on fait des travaux, c'est retraiter les canalisations, faire avant la remise en fonctionnement, après un chantier.
Voilà, alors après, manger, bon, je ne vais pas trop vous expliquer, on ne va pas faire de cuisine de restaurant. Éliminer ça, puisqu'il y a des gens qui s'occupent d'écoles, je veux en parler parce que c'est un besoin quand même physiologique important. Et dans les établissements scolaires, et c'est souvent très maltraité, le problème des toilettes. Donc, ce n'est pas un problème spécial à la rénovation, mais ça peut être aussi une rénovation qui est nécessitée parce qu'on a quand même de gros soucis, parce que les petites filles ne veulent pas aller aux toilettes, retiennent leurs besoins et ont un problème de cystite à répétition déjà à cause de ça. Donc je crois qu'on est quand même sur un sujet important. Ensuite, il faut pouvoir se bouger, donc ça on a parlé de l'accessibilité, mais c'est le pouvoir d'activité, se reposer et dormir, et là bien sûr qu'il faut veiller à l'environnement sonore qui va être sur ce site de rénovation, et en rénovant, on peut peut-être aggraver. Tu ne m'avais pas dit que tu parlerais des cystites. Hein. Non, mais ça, c'est... oui, en rénovant, la rénovation, bien sûr, on a les problématiques acoustiques et sonores qui sont bien évidemment importantes. Donc, il faut intégrer forcément les nuisances extérieures, les nuisances de la rue, mais également les nuisances de l'immeuble, du voisinage, et surtout les nuisances que nous, on produit. On peut faire un logement totalement encapsulé, mais qui est un enfer pour l'autre, notamment celui qui est en dessous. Donc il y a cette notion-là, mais il y a aussi une notion qui est la qualité acoustique des locaux. C'est quelque chose que l'on travaille, bien évidemment, surtout quand vous avez, par exemple, un ado qui est un passionné de hard rock, ou quand vous avez une personne âgée qui a perdu une certaine qualité d'audition et sur lesquels des locaux qui ont une trop grande réverbération rendent totalement inaudible le son de la télévision. Alors il va le monter. Donc il y a une qualité sonore des locaux qui est essentielle. Quand on ne parle pas de logement, mais qu'on va faire de la rénovation d'école, par exemple, vous avez l'étude de l'université de Stanford qui montre que, qui est une étude très scientifique, qui montre que ce qui est le gain pédagogique des élèves varie de 30% sur une année en fonction de la prise en compte de tous les paramètres environnementaux que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'acoustique, la qualité de la lumière, l'ergonomie, etc. Donc ça a une importance sur toute rénovation et sur toute construction neuve, bien évidemment. Alors, donc après les besoins physiologiques, on passe aux besoins sensoriels et sensibles. Je fais toujours la distinction. Alors, on vient de parler de l'environnement acoustique, donc on va enchaîner. Donc, bien sûr, qu'à l'intérieur de 3 minutes, bon, on speed, allez, il faut qu'on entende, il faut alors sentir en ce moment, c'est peut-être, on a justement un inconvénient, c'est qu'on a trop d'odeurs, on est victime d'un marketing olfactif, on nous met même des jets, on vous rénove un hôtel, on va vous mettre un petit jet odorant, quand vous ouvrez la porte, vous prenez une douche de senteur agrumes, bon, là il faut quand même un peu arrêter, parce que c'est quand même une exposition aussi respiratoire. Le toucher n'est pas uniquement par les mains, les pieds, hein, donc la texture des matériaux est importante, que ce soit pour les enfants, parce que le toucher est leur premier sens. Goûter, bon, on ne suce pas trop le bâtiment, donc je l'ai mis parce qu'il fallait quand même le mettre, sinon on m'aurait dit il manque un sens. Bon, ça manque de sens. Et quand même, alors il y a bien sûr la lumière, je l'ai laissée en dernier pour le sensoriel, parce que là, franchement, il faut qu'on fasse rentrer de la lumière naturelle. Confort visuel, je regrette, c'est largement insuffisant. La lumière ne sert pas qu'à voir. La lumière naturelle sert à synchroniser nos rythmes biologiques. Donc nous en avons besoin. Nous sommes dans une génération où nous manquons déjà de lumière naturelle. Alors si en plus, en rénovant, nous ne faisons pas rentrer assez de lumière naturelle, eh bien, nous n'arrangeons pas tout le système hormonal des occupants. Donc, qu'est-ce que tu fais toi, il y a évidemment plein de solutions, notamment on sait que la fenêtre va positionner, je suis intarissable sur la fenêtre, je vais essayer de ne pas en parler, mais que la lumière naturelle, on peut l'augmenter évidemment en changeant les cloisonnements, en créant des transparences, mais également en choisissant des peintures qui soient des peintures lumineuses, des peintures réfléchissantes qui permettent d'arriver à amener la lumière très au fond. Et puis quand on ne peut pas avoir plus de lumière par les façades, si on n'arrive pas à mettre des
des Velux, des fenêtres pour la marque, de des fenêtres de toit, un Velux gratuit pour moi si la maison est là. Non, des fenêtres de toit. On a aussi des solar tubes, des tubes solaires qui permettent avec d'aller amener de la lumière naturelle dans des endroits inaccessibles. Quand on n'a pas de possibilité de passer par les façades, on peut également passer par le toit et traverser plusieurs mètres et amener de la lumière naturelle. Alors, petit sujet, donc, pour le ressentir, la sensibilité générale sur la température, l'hygrométrie qui se fait par l'intermédiaire de notre peau. Là, c'est sûr que, bon, on fait de la rénovation énergétique. En principe, les gens ont moins de sensations de parois froides, c'est évident. Ils peuvent avoir chaud l'été, par contre, si on n'y veille pas. Par contre, il y a un sujet qui, en rénovation, devient majeur, c'est l'hygrométrie. Parce que l'hygrométrie, on ne la surveille pas. Si je fais un test, là, combien d'entre vous ont un hygromètre à la maison? Levez le doigt. Regardez, il n'y a pas beaucoup, hein, dont les autres vous en foutez. Bon, l'hygrométrie, c'est hyper important. Ça augmente toutes les émissions des matériaux. Ça, bien sûr, ça favorise le développement des acariens, ça favorise le développement des moisissures. Et vous ne savez pas peut-être même quel est le taux d'hygrométrie qu'il faudrait avoir dans un logement, dans un bâtiment. Donc ça, je crois que là, il faut maintenant... Et avec la rénovation, on a des augmentations d'hygrométrie parce que souvent, on a un manque de renouvellement d'air. Ensuite, pour terminer, on a bien sûr les besoins psychosociaux. Alors là, le panel est large. C'est de l'intimité qu'on doit avoir dans les locaux, de l'esthétique. Il faut que ça soit une facilité d'entretien, sécurité. Donc là, vous avez la biophilie. Il faut quand même... On a un appétit du vivant, donc on a besoin de végétation, de plantes. Et donc... tous ces besoins-là doivent être pris en compte pendant la rénovation. Et souvent, je discutais avec des bailleurs sociaux qui me disaient, bon, comme je vous disais au début, bon, le problème technique, le problème financier, on arrive à trouver des solutions, mais on a un gros souci, c'est qu'il nous faut un psychologue pour accompagner nos rénovations. Parce que dans le logement social, eh bien, il faut faire comprendre pourquoi, comment. Et donc, c'est vraiment le sujet qui, après, détermine la qualité du renouvellement. De rénovation. Oui, alors, on a fait notre truc. Vas-y, je sais pas, on a encore des diapos bon, là. T'as pas tes vacances à Fos-sur-Mer, non? Donc, oui, et puis quand on travaille sur une rénovation de tout un quartier ou toute une zone, on sait qu'on va impacter le profil sociologique de la ville avec des phénomènes éventuellement de gentrification ou autre. Bref, en conclusion, une réhabilitation réussie nécessite une parfaite compréhension des paramètres environnementaux d'un site, des caractéristiques existantes d'un bâti, des caractéristiques également physiologiques et comportementales des différents usagers, de leurs souhaits et des attentes, en sachant les conseiller sur la pertinence des choix d'investissement de court et de long terme. On ne répond pas aux seuls besoins à l'instant T, on réfléchit de façon prospective aux besoins de demain. Donc ça dépasse tout ce qu'on vous a dit, la seule approche énergétique, j'en suis désolé, qui ne constitue qu'un volet, important certes, qu'il faut intégrer, mais consommer peu en étant malheureux et malade ne règle pas les problèmes sociétaux. Il faut donc réaliser la synthèse, et ça concerne nous aussi, architectes, de tous les paramètres, les hiérarchiser, les adapter aux usagers en réalisant les meilleurs compromis. Concevoir, c'est faire des compromis, c'est hiérarchiser ses choix, tout en prenant en compte tous les volets, l'amélioration du fonctionnement, la valeur patrimoniale, les volets économiques, etc. Donc, la rénovation, c'est une intervention adaptée à une structure familiale évolutive et à un corps ancien qui fonctionne, qui se dégrade, qui subit des transformations depuis des décennies, c'est le bâtiment. Mettre en adéquation... Ah ben vas-y, dis-le. Oh non. Alors, mettre en adéquation un bâti et un vécu constitue, ça veut lire, hein, constitue le sens de toute rénovation réussie, garante de la santé et du bonheur d'habiter. C'est pas beau ça? Merci.